bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau que nous consacrons à l'habitat de demain. L'habitat de demain, c'est aussi la grande thématique que nous abordons à la tribune dans la revue, notre bimestriel, que j'ai le plaisir de diriger, et dans laquelle Olivier Sichel nous a accordé une longue interview. Alors, je le rappelle pour nos viewers, Olivier Sichel, vous êtes le directeur général délégué de la Caisse des dépôts, mais également le directeur général de la Banque des territoires. Merci d'avoir accepté notre invitation, Olivier Sichel. Je sais que le sujet vous est cher. Quand on a discuté ensemble, quand je vous ai interviewé, pour vous, c'est clair, hein, les solutions sont dans les territoires, dans la proximité. Construire autrement, c'est possible. Ça interpelle. Vous dites même il faut reconstruire de la ville dans la ville, en préservant les sols, hein, bien évidemment, parce que l'objectif reste toujours zéro artificialisation. Et puis, il faut rester au cœur de l'innovation et du collectif. Alors, la première question dans tout ça, c'est que construire autrement, oui, on imagine que c'est une priorité, mais comment fait-on pour reconstruire de la ville dans la ville, Olivier Sichel? Le maire de Nice nous a donné un exemple en disant « je détruis une partie de mes vieux immeubles amiantés et puis je reconstruis au-dessus ». Et on le voit bien, si on fait ça aujourd'hui à Nice, c'est pas par hasard. Le foncier est très rare à Nice. Vous avez la mer et puis très vite vous avez la montagne. Donc la façon de retrouver des logements, puisque c'est ça qu'on parle dans l'habitat, c'est d'innover et de reconstruire différemment la ville. Et on le voit bien, c'est au contact des territoires. J'étais ce matin avec le président de l'Université Côte d'Azur, où le maire l'a évoqué, il y a un très grand plan de rénovation des bâtiments de l'Université Côte d'Azur, et donc la Banque des territoires lui faisait un prêt, et on a évoqué le logement étudiant. Et très vite, il a dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du logement hybride, du logement étudiant, mais au-dessus des labos et au-dessus des salles de cours, parce que je ne vais pas avoir la place sur le foncier. Et donc, vous avez quelque chose d'assez hybride, tout d'un coup, qui est, je n'ai pas l'enseignement dans un bâtiment affecté, plus loin, le logement séparé. Je suis obligé de réinventer une formule hybride qui est assez innovante. Comment est-ce qu'on va avoir le logement au-dessus des labos, au-dessus des salles de cours, au-dessus des amphis, mais lui, ça ne lui semblait pas quelque chose d'aussi innovant que ça, et c'était des choses sur lesquelles on était prêt à travailler. Alors, on dépollue les sols, ça on l'a compris, on dépollue même là où il y avait un garage, on dépollue partout, d'ailleurs on ne dépollue pas que dans les grandes villes. Ça transforme justement la façon de construire. Vous l'évoquiez très justement, aujourd'hui quand on construit, quand on pense à la construction, on sait déjà que le bâtiment va être réversible. Il pourra avoir plusieurs utilités, c'est déjà en ordre de marche. C'est déjà en ordre de marche, parce qu'il faut voir que les élus, ils sont pris entre deux injonctions contradictoires. Le zéro artificialisation, après ce qu'on a vécu, il faut absolument qu'on garde des terres pour l'agriculture, des terres pour la forêt. Et on voit bien qu'on n'est pas dans une phase d'artificialisation. Et pour autant, il y a quand même la pression de construire des logements, construire de l'habitat, parce que la population française, elle grandit, parce que les besoins sont là. Les gens ont envie d'habiter Nice, les gens ont envie d'habiter Montpellier, les gens ont envie de bouger, de trouver des logements. Et la rareté fait que les prix deviennent inabordables, donc il faut construire. Et vous apercevez que le système qui a consisté à dire je fais des lotissements et j'étends de plus en plus la ville est bloqué par le zéro artificialisation. Ça oblige maintenant les maires à revoir de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus fine, les terrains qui sont disponibles. Alors, il y a la dépollution, quand le terrain est vide, puis il y a la seconde vie du bâtiment, de se dire, voilà, je peux construire un bâtiment, on l'a fait par exemple à Bordeaux, dans lequel il y a du tertiaire, mais il y a aussi des parkings. Et puis, à un moment, on n'aura peut-être plus besoin de parking parce qu'on sera dans des nouvelles mobilités plus vertes et on laissera tomber la partie parking pour refaire des bureaux. Et ça, on le voit de plus en plus. J'étais hier avec le patron de BNP Paribas Real Estate qui me disait que son siège avait été fait dans une ancienne usine, dans une ancienne fonderie. Et on voit que véritablement, le grand thème qu'on a lancé au congrès HLM qui avait lieu à Lyon hier et avant-hier, c'est la seconde vie du bâtiment. C'est de dire aussi d'un point de vue écologique, quand on ne garde que la structure en béton, plutôt que de tout raser, le bilan carbone est bien plus positif. Vous savez, on dit que si les cimentiers étaient un pays, ce serait le troisième pays le plus pollueur. Donc, quand vous avez une deuxième vie du bâtiment, où vous gardez la structure, vous videz tout, et puis vous la refaites partir pour 50 ans, c'est aussi un geste pour la préservation de la planète.
On réhabilite, ça c'est une certitude, on le voit déjà. Ça veut dire qu'on vit autrement aussi dans ces logements. Aujourd'hui, on parle beaucoup de co-living, c'est cette grande tendance qui ressemble un peu à la colocation, sauf que tout s'est accéléré avec le Covid, il faut quand même dire c'est la réalité des choses, et puis le télétravail. Donc aujourd'hui, on se dépasse de plus en plus sur les territoires, on peut habiter très vite un autre territoire que celui d'où on vient. Vous m'aviez cité un exemple qui n'est pas très loin de Nice, peut-être qu'il y a un projet à Nice, mais à Marseille, j'aimerais que vous nous en parliez, parce que c'est assez extraordinaire. Oui, c'est... Babel Community à Marseille, je salue d'ailleurs les équipes de la direction régionale qui sont là, et on est dans une rue très commerçante de Marseille, où en fait c'est tellement commerçant que seul le rez-de-chaussée est utilisé. Le rez-de-chaussée, il y a des magasins, et puis quand vous levez les yeux au ciel, vous avez l'impression que sur les 5 ou 6 étages au-dessus, c'est totalement vide. Et c'est totalement vide. C'est totalement vide, et parfois même les accès ont été bloqués pour avoir plus de surface de magasin. Et donc, avec les équipes d'entrepreneurs de Babel, ils ont eu l'idée de faire un immeuble de co-living, coworking, pour par exemple des équipes d'auditeurs qui vont faire l'audit de CMA-CGM ou des équipes d'implémentation informatique qui vont chez Eurocopter et qui se disent, bon, je vais être 3 mois à Marseille, est-ce que j'ai envie de passer 3 mois dans un hôtel? C'est un peu sinistre. Est-ce que j'ai envie de me prendre vraiment un Airbnb ou une location pour 2 mois? Ça va être difficile. Et donc là, c'est une espèce de co-living dans lequel les équipes vont pouvoir habiter ensemble au centre-ville, là où c'était vide. Donc on a une meilleure exploitation de l'espace, et avec des espaces aussi de coworking en télétravail qui sont totalement aménagés. Et c'est devenu d'un des rooftops les plus connus de Marseille, parce qu'au-dessus, ils ont eu la bonne idée de faire un restaurant, et il n'y en a pas tellement longtemps que ça à Marseille, des rooftops. On reconstruit donc de la ville, on réhabilite pour le collectif, pour le vivre ensemble. Et puis il y a parfois aussi, on a l'impression qu'on est dans des quartiers où c'est une ville dans la ville. On y trouve tout. On est dans un quartier, on y trouve la crèche, le boulanger, le petit commerçant, on y travaille, on y dort. C'est pas un peu dangereux quand même tout ça? On vit un petit peu dans un vase clos? Alors, on en est loin. Évidemment, le siège de la Banque des Territoires est à Paris. Je peux vous dire qu'il y a quand même toujours des grandes transhumances entre l'Est de Paris et l'Ouest de Paris à la Défense. Donc là, il y a quand même 1 million de gens qui transitent dans un sens. Donc ça, je crois pas qu'on est très très loin de l'enfermement. Et la ville de quart d'heure, ça reste un idéal. Mais on en est très très loin dans notre mode de vie français. Bon, c'est plutôt une note positive pour l'avenir. Vous l'avez rappelé, on va être de plus en plus nombreux sur la planète. Si on réhabilite, si on reconstruit, si on déconstruit aussi, c'est un petit peu le mot sur lequel on a joué sur la une de notre bimestriel. Pour autant, les passoires thermiques, il faut quand même l'évoquer. Je sais que vous aviez présenté un grand et beau programme au gouvernement, et je pense que c'est extrêmement important d'en parler, parce que pour les gens qui veulent justement agir, parce que c'est bien beau de parler, on est là aussi pour agir, pour pousser chacun à agir. On peut tous faire quelque chose pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est pas si simple. Ah non, c'est très très compliqué. La rénovation thermique du logement et du logement privé, c'est une affaire compliquée. Vous savez, les bâtiments sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Donc dans les bâtiments, qu'est-ce qu'on a? On a les bâtiments tertiaires, avec les bâtiments publics. Donc je vous dis par exemple l'université de la Côte d'Azur, on s'en occupe. Le maire de Nice a dit aussi, il s'occupe de ces écoles. Vous avez après les logements, 2 catégories de logements, les logements sociaux. Et là, la rénovation des logements sociaux est très en avance. Mais je veux dire, ils n'ont pas de mérite. C'est des professionnels, c'est des gens qui ont des plans de patrimoine immobilier, qui savent l'entretenir. La difficulté, c'est un peu pour vous et moi. Si on se dit, bon, je ne sais pas très bien quel est l'état de mon bâtiment, comment est-ce que je fais pour faire la rénovation? Alors, j'appelle quelqu'un qui va me dire, voilà, vous avez une mauvaise chaudière, on va vous mettre une pompe à chaleur. Puis j'appelle un autre chauffagiste qui me dit, bah, surtout pas celle-là, il vous a proposé ça parce qu'il travaille avec eux, mais c'est pas ça. Puis j'en discute avec un ami qui me dit, non, attends, la pompe à chaleur, ça sert à rien. Si tu n'as pas isolé, il ne se passera rien. Donc, moi, j'étais parti vraiment des besoins du client. Et le ménage, en fait, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir un accompagnement. Un accompagnement, et on a défini un statut d'accompagnateur rénov qui a été mis en place par la loi Climat et Résilience et qui fait 3 choses. La première chose, c'est un diagnostic fiable
qu'est-ce que j'ai à faire dans mon bâtiment? Est-ce que je commence par l'isolation? Est-ce que non, les huisseries sont bien? Ou est-ce que c'est vraiment le système de chauffage à changer? La deuxième chose, c'est qu'il me chiffre tout ça. Et il me dit, voilà, monsieur Sigel, vous allez avoir pour 40 000 €. Et plus que le chiffrage, il me dit dans le maquis des aides, hein, vous prenez le guide de l'ADEME, vous avez 39 pages d'aides. Ben voilà, sur les 40 000 €, il va vous falloir 20 000 € qui va vous rester à charge, mais il y aura 20 000 € de subvention. Puis la dernière chose, c'est qu'il vous accompagne durant les travaux. On sait que les travaux, c'est pénible, et puis en plus, les travaux, ils ont lieu chez vous. C'est pas des travaux qui viennent. Le soir, vous rentrez, vous avez le peintre, vous avez le système de chauffage, il faut coordonner tout ça. Donc ça, c'est en train de se mettre en place avec une agence donc, qui s'appelle l'ANA. Et j'ai vu à Angers, il y a 2 semaines, la réunion Grande France Rénov'. C'est en cours, alors ça pose plein de problèmes, plein de difficultés sur le statut de l'accompagnement, mais c'est une politique qui se met en place. Alors après, on a regardé un certain nombre d'autres difficultés, même si on a l'accompagnateur Rénov'. Par exemple, si vous reste à charge 20 000 € et que vous avez plus de 60 ans, et c'est le cas de 60% des passoires thermiques en France, difficile d'aller voir votre banque pour avoir un crédit. Généralement, la maison est bien remboursée, mais c'est difficile. C'est le moment où on a eu des problèmes de santé, donc les banques ne prêtent pas beaucoup. Et donc, on a eu l'idée de faire un pré-avance rénovation. On va vous faire l'avance d'argent, les 20 000 €, et les 20 000 € vont être remboursés soit quand vous cédez votre bien, vous partez dans un EHPAD, hein, ou vous décidez de déménager, ou à la succession chez le notaire. Alors donc ça, c'est aussi mis en place, mais au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés. J'ai un peu fait le bilan avec les banquiers qui distribuent ce produit, la Banque Postale et le Crédit Mutuel, qui m'ont dit le blocage n'est pas tellement là maintenant. Même si on a les solutions financières, c'est que parfois, pour certains travaux, il va falloir déménager. Et passer 65 ans, c'est très difficile de convaincre la personne âgée de dire voilà, il va falloir que vous alliez vivre ailleurs pendant 3 mois pendant la durée des travaux. Donc là aussi, il va falloir trouver des solutions. Ce qui est intéressant, c'est que la dynamique, elle est quand même lancée. Et on le voit bien, le programme de rénovation thermique des bâtiments est un programme important, coûteux. On met 3 milliards dans la rénovation thermique des bâtiments. Et au fur et à mesure, on commence à apprendre. On apprend de MaPrimeRénov', on apprend des accompagnateurs Rénov'. Et je suis assez optimiste sur le fait que collectivement, on va trouver des solutions pour rénover notre parc de logements. Le compteur tourne. Je vois qu'effectivement, l'optimisme est quand même de rigueur. Il faut garder l'optimisme. Quand on s'est téléphoné, vous étiez en déplacement aux Antilles. Je voudrais juste, on va déborder un tout petit peu parce que c'est important. C'est un littoral. Il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer aux gens que tout à coup, la maison peut devenir dangereuse. On est sur un littoral ici. Il ne faut pas oublier que les mesures, l'urgence, elle est là. Aux Antilles, elle est flagrante, mais si on n'accélère pas, c'est le but de ces 2 jours, eh bien, ça peut très vite arriver ici. Vous me l'avez dit très clairement, de Dunkerque jusqu'à Biarritz, et plus loin encore. Oui, je ne pensais pas si bien dire quand on s'était vu. Je revenais des Antilles, on faisait des opérations de relogement de gens qui avaient leur maison sur des côtes qui étaient érodées et qui étaient en risque et qu'on relogeait. Et je vous avais parlé aussi de la France, de la retrait du trait de côte. Ce matin, l'IGN, donc l'Institut géographique national, a publié toutes les données, on parlait de data avec Christian Buchel juste avant, sur l'impact du retrait du trait de côte à horizon 15-20 ans. Et franchement, en Gironde, en Charente-Maritime, ça fait peur de voir que c'est pas 1 mètre, c'est pas 2 mètres, c'est parfois 100 mètres ou 200 mètres, avec des risques de submersion importantes, et qu'il faut maintenant anticiper dans la façon dont on construit, dans la façon dont on va recréer de l'habitat. Beaucoup de travail donc, mais aussi beaucoup d'optimisme, puisque, je le répète, c'est un peu votre mantra, les solutions sont dans les territoires. À la tribune aussi, on considère que les solutions sont dans les territoires.